Frida Dou, Virgile Aronce. Bienvenue à tous, vous êtes au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique sur Soleil FM. Et vous avez parfaitement raison de nous retrouver pour ce 119e édition de ce programme. Le sujet qui a suscité l'intérêt des analystes et commentateurs de presse cette semaine, c'est incontestablement la déclaration de Paris, dont un groupe de mots a mis les Béninois en émoi et fait l'objet de vives controverses, je cite. Le Bénin comme un désert de compétences. Au-delà de toute polémique, quel sens donner à ce bout de phrase? La nouvelle équipe gouvernementale, à son second rendez-vous, a encore pris des décisions que certains compatriotes jugent spectaculaires. Quelles sont les vertus de telles décisions? À ces questions et d'autres, nos invités feront des réponses au cours de cette émission. L'un a fait une grande partie de sa carrière à la Sonapra et il s'appelle Jocelyn Nénédini. Bonjour. Bonjour. Ancien directeur de la programmation, du suivi et de la prospective, ancien directeur commercial, actuellement consultant de la chaîne de valeur de coton. Joël Ataïgadegbe, lui, on le connaît, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en gouvernance et acteur de la société civile, c'est un habitué de ce studio. Messieurs, merci d'être venus vous consacrer à cet exercice d'explication, d'analyse et de commentaire de l'actualité. Nos auditeurs qui souhaitent vous adresser leurs questions en direct auront l'opportunité de le faire dans environ 55 minutes. Mais en attendant, allons-y sans plus d'autres formalités à l'essentiel. La déclaration de Paris, les Béninois sont offusqués. Beaucoup sont même inconsolables. Certains se disent blessés parce qu'ils estiment avoir été humiliés par leur nouveau président et à l'extérieur. On peut admettre que la fierté de ces Béninois qui continuent de croire qu'ils sont toujours des produits de ce que fut le quartier latin de l'Afrique a été écorché, mais en vérité, est-ce que ce n'est pas simplement parce que Patrice Talon a dit violemment, sans hypocrisie et sans les habiller outre mesure, des vérités qui fâchent Joël Ataïgadegbe? Et s'il avait fait le jeu de mots quartier latin devenu quartier chrétien de l'Afrique, qu'est-ce que ça aurait été? Et non, fait, il est vrai. Ça aurait sans doute fait plus de polémique. N'est-ce pas? Donc, sachant apprécier les choses à leur juste mesure. On a pu entendre le Bénin désert de compétences simplement, mais c'était le Bénin comme un désert de compétences. La langue qu'on manie... Alors, parce qu'il y a une différence, à votre avis? Me semble-t-il, oui. Enfin, expliquez. Non, c'est une figure de style pour donner l'instantané de quelque chose, pour donner à voir comme serait ce qu'il décrit. Ce que nos compatriotes n'ont pas compris, c'est comment a-t-il pu nous comparer à un désert de compétences? Je n'ose croire qu'il le pense. Les plus inconsolables sont les cadres de l'administration publique qui estiment avoir été proprement humiliés par le président. Nous sommes des cadres compétents et tout ça. Le défi est lancé. Voilà, alors, bon, mais... Selon vous... Le défi est lancé de prouver le contraire, tout simplement, de confondre le président Patrice Talon dans ce qu'il a pu lâcher. Seriez-vous en train d'insinuer que nos cadres ne sont pas compétents? Non, on attend de voir qui a raison. Mais si puisque nous décrions ce que l'administration publique a toujours été chez nous, surtout ces dernières années. Là, sur la question, vous n'êtes pas très sérieux, Joël Ataïgadegbe, parce que les Béninois, enfin pour ceux que j'ai lus et pour les commentaires qui ont été livrés dans la presse, ils ont été très marqués par et qui ne l'auraient été sur le coup de l'émotion. Sans chercher à comprendre véritablement ce qu'il voulait dire le président. Sans doute. Mais à votre avis, que voulait-il dire? Je ne suis pas un exégète. Je commence à préciser cela. Je ne peux. Sinon, je reprends la question autrement. Qu'avez-vous compris de ce qu'il a dit? Non, j'ai compris qu'on a des problèmes, qu'il les a posés, qu'il les a peut-être posés dans un cadre inadéquat. Nous avons été mis à nu sur la scène internationale. On se voyait tout beau. On aurait voulu être encore plus chic à l'image de ce qu'il a présenté jusque-là. Bon, on a reçu ça comme une volée de bois vert, mais à la réflexion. N'y a-t-il pas un début de vérité? N'y a-t-il pas de quoi quand même convenir que ça ne va pas?
et qu'il faut apporter un traitement conséquent. Sur le traitement aussi, on peut discuter. Je fais droit à tous ceux qui critiquent le président Talon de ce qu'il a dit, de la manière, de l'endroit où il a pu le dire. Et ça, on n'en finira pas si c'était que ça. Mais il y a plus sérieux, il y a plus préoccupant, effectivement. Ça ne va pas. Ayons le courage de l'admettre. Il a dit peut-être là où il ne fallait pas le dire, ou de la façon dont il ne fallait pas le dire, mais c'est un fait. Sans doute, oui. Alors, Jocelyn Néné-Dini, vous avez publié une longue tribune cette semaine sur le sujet que certains de nos compatriotes ont dû lire. Vous avez une analyse toute particulière de la situation. Est-ce que vous voulez la partager avec nous? Tout à fait. C'était pour moi un coup d'essai. Je me suis essayé à ce poste. J'ai oublié de dire dans la présentation qu'il fut journaliste. Merci. Je me suis essayé à ce poste qui s'est trouvé être finalement une grande tribune, puisque beaucoup de personnes sont intervenues. Je crois que ce qui est arrivé, je le considère comme un clash d'amoureux, parce que ceci arrive moins d'un mois après que le chef de l'État ait pris fonction. On ne peut pas s'imaginer deux mariés qui se sont passés les alliances au doigt et qui, dès la première nuit de noces, commencent à se bouder. Pour moi, c'est que cette première nuit de noces-là a certainement donné à chacun des mariés l'occasion de mieux se connaître, de découvrir peut-être un aspect que l'autre n'avait pas. Et pour moi, les Béninois sont en train de découvrir le président de la République. Pour ceux qui ont eu au plan professionnel l'occasion de le connaître, un peu comme vous? Peut-être, un peu, oui, de le connaître au métier, il n'a pas la langue de bois. Il sait aller chercher là où les solutions se trouvent, les moyens de régler ses problèmes. Alors, l'autre chose qu'on n'a pas dite, c'est que c'est pour la toute première fois que les Béninois font l'expérience d'un opérateur économique président de la République. On en a connu fonctionnaire, on en a connu militaire, mais jamais un opérateur économique n'est venu par cette voie-là. C'est quoi la différence? La différence, c'est que nous allons apprendre à avoir un jugement différent sur ce que nous sommes en tant qu'administration. Il a parlé comme il aurait parlé dans un cadre d'entreprise privée. Et ça, il n'hésite pas à parler de compétences lorsque le résultat n'est pas atteint. Nous sommes compétents, on s'est habitué à nous trouver compétents parce que nous avons en main un parchemin. Alors, compétence, vous avez lâché le mot. C'est le mot qui fait polémique, justement. Que doit-on comprendre par ce mot? Qu'en dit-on de quelqu'un qui est compétent? Je ne vous interromps pas, Jocelyn Néné-Dini. Mais Joël Ataï, qu'en dit-on de quelqu'un qui est compétent? Je crois que ça ne se résume pas au simple parchemin, et que c'est au moins la somme des expériences, sinon l'habileté à réaliser quelque chose. Donc c'est pas la somme des diplômes qu'on a dû accumuler à l'université. 10 doctorats ne ferait pas de vous incompétent. Il faut qu'on se convainque de cela. Alors certains disent que être compétent, c'est avoir un savoir auquel on ajoute un savoir-être, en plus de cela, un savoir-faire. Est-ce que vous partagez cette définition de la compétence, Jocelyn Néné-Dini? Je la partage partiellement, mais je voudrais qu'on y ajoute le résultat. Lorsque la société est confrontée à un certain nombre de questionnements et que tout le monde se convainc à dire que c'est vous qui êtes compétent pour régler ces problèmes, j'avoue que pour moi, la compétence nous rapproche un peu plus de l'expertise. Et que face à ces problèmes, vous n'apportez pas la solution. Vous pouvez avoir amassé des savoirs, vous pouvez avoir amassé un savoir-être, mais si face à ces questionnements, vous êtes celui de la société qui n'apportait pas la solution, il y a problème. Et de plus en plus, essayons-nous à regarder ce que le management des ressources humaines nous propose en termes de processus de recrutement aujourd'hui. Quand vous allez sur une fiche d'emploi pour vous essayer à une candidature au niveau des organisations internationales, par exemple, vous voyez la différence qu'il y a entre diplôme, qualification et compétence. Dans la compétence, on vous amène même à dire, point par point, ce que vous avez réussi dans votre carrière, y compris même en vous demandant de préciser sous quelle autorité vous avez réussi ça. En quelle année vous avez réussi à faire ça. Alors, ce n'est pas parce que j'ai duré à un poste que je suis compétent. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces années-là? Si je n'ai rien apporté comme changement à ma société,
Je suis désolé. Je suis diplômé, oui, c'est vrai. Je suis peut-être qualifié, oui. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas compétent parce que je n'ai pas apporté de solution. Et dans votre programme, le plan de cette émission, on parlera de délestage. Est-ce que c'est d'aujourd'hui qu'on parle de délestage? Est-ce que c'est d'aujourd'hui qu'on parle de délestage? Est-ce que c'est d'aujourd'hui qu'on parle de développement du coton? Non. Mais chaque fois qu'il y a des problèmes et qu'on se dit que telle personne est la mieux à même de régler le problème et qu'elle n'apporte pas de solution et que l'État paye pour ça, il y a un questionnement. Oui, excusez-moi, oui. J'en aurais terminé. Et Patrice Talon, opérateur privé, va juger cela autrement qu'un cadre. Parce que le privé, vous en avez connu un qui, un jour en colère, a dit d'un ministre qui ne serait pas chef-service chez lui. Parce que, mis à cette position, il ne lui aurait pas apporté le résultat pour lui. Et il aurait préféré avoir quelqu'un qui n'a pas de diplôme mais qui lui apporte la solution que quelqu'un qui a un diplôme et qui ne lui apporte pas de solution. Donc c'est deux perceptions différentes. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les Béninois pendant 10 ans ont été habitués quand même à un style et qu'ils se retrouvent face à un autre feeling d'un opérateur économique? Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont été habitués à un discours, une façon de présenter les choses et qu'ils se retrouvent face à quelqu'un qui va directement au but? Est-ce que ce n'est pas ça qui crée le choc auquel nous avons assisté cette semaine? Il y a incontestablement la différence de style. Patrice Talon est rugueux. Il va droit au but, il ne va pas tourner autour Certains du pot. Certains disent même brutal. Bon, enfin, on peut le ressentir comme ça. Mais à quoi bon tourner autour d'une réalité qui il n'a pas le savoir-faire nécessaire pour tourner autour du pot. Bon, il va droit au but. Il n'a pas cette compétence-là. Il n'a pas cette compétence-là, par exemple. Faut dire. Hein? Bon, maintenant, au-delà de Boniaye, lui, il y a quand même que pendant une douzaine de jours, comme lui-même l'a reconnu, il a délaissé les Béninois. Je reprends à mon compte l'expression de Jocelyne Medini, ou la figure du mariage, en fait, des nouveaux mariés, qui à peine ont eu le temps de convoler en juste noces, et que l'un l'autre se manquait. En tout cas, et par rapport à la question de l'énergie, et c'est là que je reviens au problème du feeling. Les Béninois, peut-être, ont eu le sentiment d'être abandonnés. Et d'abord, d'où aussi cette espèce de rage, d'intolérance à entendre. Et on l'a pas. Il causait, il agissait, on ne le voyait pas, on ne l'entendait pas, et comme il aurait voulu, probablement. Et ce désamour est venu du sentiment d'incompétence pour résoudre les problèmes immédiats, les problèmes cruciaux et de l'énergie. Les gens attendent comme une panacée, une baguette magique, pour que, avec l'avènement du nouveau régime, tous les problèmes disparaissent comme par enchantement. Et là, il y a déception, il y a désamour immédiat, donc il faut recadrer les choses. Je vois Jocelyne qui voulait réagir. Ça permet à chacun de revenir à la juste réalité. Je le souhaite et je le crois. Je crois aussi que ce type de situation arrive toutes les fois qu'on est pressé d'aller au charbon. Il y a une chose qu'on n'a pas suffisamment dite, c'est que ces voyages du chef de l'État n'ont pas vraiment été préparés par les services diplomatiques. Et j'avoue que pour ce à quoi nous avons été habitués du ministère des Affaires étrangères, il se donne la peine souvent de nous communiquer l'objet des voyages du chef de l'État. Certainement, il lit et relit les discours. Et j'avoue que cette situation nous a fait manquer le bon côté de ces images-là. Parce que c'est entre les grandes puissances qu'on voit souvent un nouveau président qui, quelques jours après avoir pris fonction, se fait recevoir à l'Élysée, par exemple. Et qu'en un rien de temps, le chef de l'État ait pu être reçu à l'Élysée avec garde d'honneur et tout ça, et puis conférence de presse avec le président François Hollande, ce n'est pas rien, c'est important. Mais est-ce que cela a été préparé par nos services diplomatiques? Est-ce qu'ils ont lu la déclaration du chef de l'État? J'avoue que si ça avait été fait ainsi, ils auraient certainement, connaissant la sociologie béninoise, la façon dont les Béninois prennent, disons, un certain nombre de discours politiques, ils auraient certainement édulcoré un peu la déclaration du chef de l'État de manière à ce que ce soit plus audible. Oui, mais plus que ce que vous dites, certains reprochent au président d'avoir établi un mauvais diagnostic. C'est une injure aux élites béninoises, ces triangles les plus en colère, car pour eux, le Bénin n'a pas un problème de cadre compétent, un problème
de personnes pouvant agir, mais un problème de gestion des ressources humaines décimées par le clientélisme, par le népotisme, la politisation à outrance de l'administration publique et le régionalisme. Est-ce que c'est votre avis? Oui, on peut le leur accorder. Sur le diagnostic, de toute façon, il faudra un temps pour s'accorder. Et sur les termes, sur la formulation et ensuite la déclinaison des approches de solutions. Je reviens d'abord au cadre, au contexte, comme disait Jocelyne Dini tout à l'heure. Et on n'a pas vu ça. Et puis, même aurait-il eu un discours soumis au service diplomatique, que ça n'aurait pas pu être différent, parce que quelque chose nous a échappé là. Dans le timing, dans la prise de parole, c'est François Hollande le premier qui a pris la parole et même nous a jeté des fleurs, passé la pommade. Ouais. Est-ce que nous devons continuer de nous laisser endormir par des discours lénifiants? Je pense qu'il y a eu dans les propos du chef de l'État une forme de réaction aussi courtoise que possible au président Hollande, mais avec une figure de style qui a été mal reçue par nous. Et il s'agissait aussi de faire... Les Béninois auraient préféré tout simplement ce que François Hollande avait dit. Oui, on s'en serait contenté. On aurait applaudi, on aurait souri. De manière douillette, nous sommes les plus beaux. Nous aimons trop ça, mais il faut qu'à partir d'un moment, on se retrouve face à ce que nous représentons devant un miroir. Oui. Et ça, je suis heureux qu'on soit choqué. Et certainement, ça va amener à un autre type de comportement. Vous avez parlé de régionalisme, de népotisme et tout ça dans la gestion de nos carrières. Mais ce n'est pas seulement la hiérarchie qui est responsable. Nous-mêmes, nous acceptons d'entrer dedans. Vous avez beau être qualifié, mais vous ne manquez pas d'utiliser vos canaux ethniques, vous ne manquez pas d'utiliser les canaux politiques, religieux. Surtout ces dernières années. C'est nous-mêmes qui nous rappelons que j'ai tel rapport avec tel pasteur, c'est nous qui nous rappelons que j'appartiens à la même ethnie que l'autre et je veux que mon dossier soit en avance sur mon concurrent. Est-ce que c'est l'État qui a établi ces règles? Non, nous-mêmes, nous en profitons. Qui a jamais refusé d'être positionné parce qu'il est d'une ethnie? Personne. À partir du moment où j'en profite, cela me va, mais c'est lorsque l'autre a utilisé le même canal pour avoir une avance sur moi que je crie sous tous les toits, que c'est pour des raisons ethniques qu'il m'a battu. Donc, tout le monde est coupable en ça. Si nous avons foi en nos compétences, si nous avons foi en nos qualifications, nous devons pouvoir accepter que la concurrence puisse se faire toutes les fois qu'il s'agit, par exemple, de nommer quelqu'un pour régler les problèmes de délestage, soit à la SBE ou ailleurs. Parce que la population attend des résultats. Elle n'a rien à faire de nos diplômes. Si nos diplômes ne se traduisent pas en solutions pour les populations, on n'est pas compétent. Ça, il faut être suffisamment courageux pour le reconnaître. Maintenant, quand on va passer à un comportement ghanéen, allez au Ghana, vous allez voir. Ils n'ont rien à foutre de ce que vous avez comme diplôme. Ils vont sur le terrain, on vous amène devant une situation, vous apportez la solution ou vous quittez. Alors, ici, si je vous comprends bien, le micro qui est en face de moi, dans lequel je suis en train de parler, si ça tombe en panne et que vous avez un diplôme d'ingénieur en réparation de micro, que vous n'êtes pas capable de remettre ce micro en marche pendant que je suis en train de faire mon émission, vous n'êtes pas compétent. Vous n'êtes pas compétent. Voilà. Alors, c'est simple que ça. J'ai lu, moi, quelques chiffres sur le site beninwebtv.com que je voudrais partager avec vous. Le Bénin, qui compte 10 millions d'habitants, a besoin de 500 neurologues, par exemple, mais nous n'en disposons que d'une dizaine. Nous avons besoin d'une dizaine, de plusieurs dizaines de spécialistes en ORL. Nous n'en comptons que quelques-uns. En tout cas, on peut les compter sur le bout des doigts de la main, et on est parfois obligé d'aller jusqu'en Afrique du Sud pour se guérir d'une petite cataracte. Le chef de l'État lui-même a dû prendre ses quartiers à l'hôpital parisien Croix-Saint-Simon pour son check-up. Au regard de ces quelques exemples et d'une quantité d'autres qu'on pourrait donner, est-ce qu'il ne s'agit pas finalement d'une vaine polémique, d'une sorte de tempête dans un verre d'eau, Joël Ataïgadegui? Oui. Parce que véritablement, nous devons nous regarder et nous le dire, on n'est pas compétent. Non, on a quand même des problèmes. On a des problèmes sérieux. Bon. Et il faut en trouver la solution. Sinon, les approches de solution. Ça va passer.
c'est dans notre formation même intellectuelle que nous avons des problèmes. Et dans notre approche des solutions que nous avons des problèmes. Et donc, il va falloir nous recentrer, aller à d'autres écoles également. Et on aurait même pu faire procès au président Talon, d'être allé directement en France, dire c'est là que je vais trouver... il aurait dit ça à la Marina que ça n'aurait été personne. Oui, ça aurait été... Bon, d'accord. Alors, mais c'est peut-être le seul péché qu'il a commis. Non, j'aurais pu... Même quelqu'un comme Mamadou Koulibaly, l'ancien président de l'Assemblée ivoirienne, s'est ému de ce que ce soit en France qui soit allé poser le problème. Donc, on a nous-mêmes des problèmes sentimentaux terribles, des problèmes de perception, des problèmes de formation de notre jugement. Et on ne refait pas ça en un jour. Il est vrai également que le leader, ou en tout cas le premier d'entre nous, qu'il est actuellement, M. Patrice Talon, a le devoir, et quand bien même il aurait la solution infuse en lui, de tirer l'ensemble du corps social avec lui. Et il faudrait trouver cette pédagogie-là qui nous permette de comprendre et finalement de nous transformer pour réagir, pour agir sur les situations concrètes, sur les défis qui se posent à nous en santé. La cataracte est-elle guérissable, est-elle soignable de manière ordinaire? Et la pédagogie n'y est pas. Quand Yaïboni délaisse l'hôpital de Parakou où les gens font des choses formidables au niveau de la cataracte pour aller en Afrique du Sud, cela renforce, perpétue l'idée de toute façon que nous ne serions pas compétents même pour des affections aussi bénignes. Et donc c'est des dirigeants qu'il faut de l'exemplarité. C'est d'eux qu'il faut un nouveau discours. Mais certainement un discours qui heurte. Que les dirigeants aillent se faire soigner au CNHU par exemple, si tout y est. N'est-ce pas? Bon. Non, l'exemple que vous donnez par rapport au secteur de la santé est vraiment une belle image. Parce que même dans les réactions, il a été dit que il y a beaucoup de médecins béninois qui travaillent en Europe, mais ils ne sont pas dans le désert. Qu'ils viennent faire ça ici. Ah, ils ne sont pas dans notre désert. Donc, politique. comme ils ne sont pas dans le désert, il faut bien accepter que ces palmiers dattiers là simplement sont implantés ailleurs. Et donc, on aurait bien voulu que ce soit ici qu'ils fassent autant de prouesses et qu'on n'ait pas besoin de nous expatrier pour aller nous soigner. Maintenant, la seconde chose que je voudrais dire, toujours par rapport à ce langage-là, à ce propos qu'a tenu le président de la République, c'est que il est parti certainement avec dans le ventre l'envie d'obtenir un certain nombre d'appuis. Parce que aujourd'hui, quand vous prenez l'énergie, quand vous prenez l'agriculture, pour se développer, vous avez besoin d'être accompagné. Je prends le cas de la Sonapra. L'industrie cotonnière a été bâtie pas par nous seuls. Nous avons eu pendant des années des experts français qui sont venus nous former à l'utilisation de ces machines-là. Et ils nous ont coûté excessivement cher. Pour quelqu'un comme Patrice Talon, qui a été du secteur, je dis qu'il a été parce que il a dit qu'il a quitté le monde des affaires, il sait très bien que dans la sous-région, les autres pays qui se développent, nous allons au Burkina, pays sahélien, c'est de là-bas qu'on ramène de la tomate. Mais ils ont été accompagnés. Et ils ont été accompagnés. Et ça a coûté excessivement. Cela suppose qu'ils ont développé des compétences. Ils ont développé des compétences, ils ont été accompagnés. Et pour avoir cela, il faut payer très cher. Pour quelqu'un qui est en train de dire, je veux faire 5 ans et pas plus, il faut comprendre qu'il soit obligé d'aller vite. Et négocier, disons, de tels appuis, je crois que c'est plus facile avec un pays comme la France. On aurait pu aller en Israël. Ce sont des gens aussi qui sont très experts sur ces questions, qui auraient pu nous accompagner. Mais je m'imagine que ça prendrait plus de temps à convaincre, par exemple, un gouvernement israélien de nous envoyer des gens ici pour nous accompagner, pour nous apprendre à faire ce que nous ne savons pas faire, quitte après à nous laisser voler de nos propres ailes, comme ça s'est fait ici. Et j'avoue, la Sonapra a été pendant longtemps un pays dans lequel nos collègues de la sous-région sont venus également acheter la compétence pour traiter soit le classement coton ou l'industrie, la gestion d'une industrie coton. Et ça, il a fallu qu'on paye. Et ça a duré. Mais je crois qu'en 5 ans, le chef de l'État, s'il veut vraiment des résultats, il ne peut pas se permettre de traîner les pas. Il ne peut pas. Le grand rendez-vous. Alors, si à Paris, le discours du chef de l'État a suscité colère et vigoureuse protestation, à Abidjan,
Ces déclarations ont provoqué incompréhension et indignation, mais le président rassure et calme le jeu. Aucune compromission préjudiciable ou de nature à porter préjudice à mon engagement de gouvernance, de rupture et de nouveau départ. Il n'y a pas et il n'y aura donc pas de changement de cap. Ce sont les propos du chef de l'État que je cite. Avez-vous l'impression que ces propos, ces mots du chef de l'État, qui se veut rassurant, qui a pu rassurer les Béninois préoccupés par cette trop grande proximité entre Boni Yayi et le nouveau président Joël Ataïgadéwi? On est terrible dans ce pays. Il est vrai qu'on pouvait être ému de ce qu'on a vu, de la scène d'Abidjan et de ce qui se suppute derrière. Moi, j'ai la conviction qu'il y a eu un avant Abidjan, qu'il y aura un après Abidjan, et qu'on n'en a pas fini, ni avec les deux protagonistes béninois, ni avec nos voisins. Et c'est des réalités qui s'imposent à nous et avec lesquelles on devra apprendre à vivre, et sans traumatisme, sans dramaturgie excessive. Maintenant, je me reconnais dans ce que le chef de l'État a dit à son retour. C'est ce que nous attendons, c'est ce que nous exigeons de lui. Il n'a prêté qu'un serment. Il ne saurait y avoir d'autres serments dans une loge, autour d'un dîner, autour d'un déjeuner ou de je ne sais quel plat d'atchéké. Et donc si c'est ça, il n'y a pas à douter de sa bonne foi. Et il doit se plier aux usages diplomatiques. Ce n'est pas de la compromission. Nous parlons de relations de bon voisinage. Et on n'a pas suffisamment prêté attention à son premier voyage avant investiture à Lomé. On ne sait pas ce qu'il est allé déminer là-bas, ce qu'il y a eu comme anticipation au niveau de ce voyage-là, par rapport aux relations de la République. Oui, je pèse mes mots. Et donc, nous ne pouvons pas toujours accéder à la réalité de ces contacts, de ces relations-là. Tout ne peut se mettre sur la place publique et tout ne peut être traduit explicitement. Il y aura beaucoup de supputations. C'est aussi du devoir des affaires étrangères, sinon de la République tout simplement, de faire en sorte que la communication soit adéquate avec les images qui sont montrées. Justin Kennedy. Oui, je crois à ce sujet que d'abord, vous savez, les lendemains d'élections, surtout lorsqu'il s'agit de relations entre une population et le nouvel élu, fonctionnent un peu comme dans une intimité qui s'est construite au cours de la campagne. C'est à peine même que les Béninois ne voudraient pas choisir la cravate que Patrice Talon aurait apportée avant de sortir. Parce qu'il y avait cette polémique, même sur la robe de la première dame, qu'on n'avait pas trouvé suffisamment les Béninois bien ont tellement habillée, été proches, ils ont été tellement proches à 65% de leur président, et qui veulent juger de tout. Mais cela va s'estomper au fur et à mesure que ça va leur passer. C'est un peu comme l'effet de l'alcool, oui. Ce que je voudrais dire par rapport à Abidjan, nous focalisons notre attention sur le président de la République. Mais Yayi Boni n'a pas sa chambre à coucher à Abidjan. Comment il est allé là-bas? Ça veut dire qu'effectivement, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont tramées avant qu'il ne se retrouve là-bas. Et je ne pense pas qu'il ait pris le même avion que le président Patrice Talon pour aller à Abidjan. Donc, le Bénin se trouve dans un environnement sous-régional que nous devons apprendre à gérer. Et à partir du moment où nous avons un président de la République, il y a bien besoin que l'appel ou les appels que nos voisins nous lancent pour traiter d'un certain nombre de questions, que ce soit à notre instigation ou à la leur, que nous puissions être suffisamment élégants pour être présents. Parce que nous ne pouvons pas nous permettre, avec notre position géographique là, notre position économique, nous permettre de nous couper d'un certain nombre de pays. Nous avons besoin d'échanger. Ça peut choquer, mais ce qui est important, c'est ce que le chef de l'État est revenu nous dire. Je n'ai pas pris d'engagement autre que celui que j'ai pris à Porto Novo. Il n'y a pas eu de compromission. Il a certainement voulu nous dire que nous-mêmes au Bénin, nous avons besoin de nous apaiser. Et vous savez, toutes les fois qu'un ancien président est mal perçu dans le pays, les Béninois savent sanctionner cela. Donc je ne comprends pas qu'au même moment, nous ne sachions pas pardonner toutes les fois qu'on lance la pierre à un ancien président dans ce pays. Autant de Kérékou, nous l'avons vu en Soglo et lui. Et que tout ce qui se fait dans le sens d'apaiser la situation, d'apaiser, je voudrais, en le disant, saluer un comportement que le gouvernement a eu. Quand les gens continuaient à tirer à boulet rouge par moment sur le candidat perdant Lionel Zinsou, le gouvernement a dit halte. Il y a eu
des ministres qui ont dit non, il faut que ça s'arrête. C'est quand même une autorité du pays. Et ça, il faut qu'on apprenne à le faire. Il faut que le vaincu soit également honoré. Et je crois que Boni Yayi a sa place. Il est béninois. Et que cela se soit passé à Abidjan, il faut quand même qu'on laisse à ceux-là qui savent nous mettre ensemble de nous parler. Quitte à ce qu'après, on se retrouve pour travailler. Malgré cela, Jocelyn Néné-Digne, tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Parce que la lettre du continent, par exemple, a titré cette semaine, ce confidentiel que vous connaissez sans doute, qui est très prisé dans les milieux diplomatiques et du pouvoir. Donc la lettre a titré que Thomas Boni Yayi ne parvient pas à raccrocher. L'hebdomadaire se réfère au débat de l'ancien président sur la chaîne panafricaine Voice Africa. Obsession pour le pouvoir, accoutumance à la fonction présidentielle après 10 ans. Qu'est-ce qui fait courir Boni Yayi? Ça va lui passer. Ou alors qu'est-ce qui l'inquiète? Avez-vous une idée qui veut répondre? Non, bon, il faut que ça lui passe de toute façon. Et Vox Africa, enfin, au Malabo, c'est après Abidjan. Non, on ne guérit pas facilement de cette accoutumance. Parce que c'est une maladie, c'est une dépendance là. Oui, il y a peut-être une dépendance quand on n'a pas appris à banaliser un certain nombre de surtout lorsque choses. certains ont eu à dire Boni Yayi est fini et qui continuait jusqu'à la dernière minute de dire c'est faux, je ne suis pas fini. C'est peut-être cette envie de montrer qu'il n'est pas fini, peut-être. Non, je crois que ça va lui... Avec les nouvelles fonctions qu'il occupe, les nouvelles occupations, il aura le temps de penser à autre chose, de décompresser. Ça va lui passer. Il y a quand même à ajouter qu'effectivement, dans l'environnement africain, la perte du pouvoir ou l'après passage aux affaires n'est pas très rassurant. Et donc il y a une forme d'insécurité. Il a des inquiétudes particulières, Boni Yayi? Peut-être qu'il ne les a pas, mais il faut convenir que cela pourrait être une des causes et qu'il s'agit simplement de rassurer chaque citoyen sur ce à quoi il a droit en termes de sécurité juridique dans notre pays. Lui, il n'en a pas personnellement et particulièrement besoin, non? Je ne crois pas. C'est le citoyen Yayi Boni comme moi, comme vous. Et donc, espérons que les tribunaux soient justes, le cas échéant. Le grand rendez-vous. Patrice Talon déparasite la République, a titré un quotidien de cette semaine. Enfin, j'ai lu beaucoup de journaux cette semaine, donc je partage mes lectures avec vous. J'ai bien aimé ce titre qui m'a fait sourire, déparasité. Cette image ne m'aurait pas effleuré l'esprit. Alors, comme la première réunion du gouvernement, la seconde est restée dans le même registre, dissolution, abrogation et suppression en grand nombre des structures rattachées à la présidence de la République sont dissoutes, des décrets sont abrogés, les policiers et gendarmes, gardes du corps, c'est supprimé, décidé de 45 jours maximum pour auditer les concours suspendus et donner les résultats. Que vous inspire cet ensemble de décisions, Jocelyn Néné-Digne? Moi, je crois que pour un départ, il a dit nouveau départ, pour un départ de la gestion de sa gouvernance, le chef de l'État a bien besoin de nettoyer un peu son environnement. Il a besoin de nettoyer son environnement. Et l'environnement, il n'est pas seulement qu'administratif. Il y a également tout ce que l'opinion renvoie sur un certain nombre de dossiers. Quand on parle des structures rattachées à la présidence de la République, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été créées au niveau de la présidence. Quand on entend, par exemple, au Haut Commissariat à la gouvernance concertée, au Haut Commissariat à la solidarité nationale et plusieurs autres structures, on ne voit que nos grands-parents qui sont assis sur ces fauteuils, mais on ne sait pas tout ce que cela engendre par derrière. Ils ont des chauffeurs, il faut leur donner du carburant, ils ont des gardes du corps, ils ont certainement toute une administration qui va avec. Un immeuble qu'on a loué. Un immeuble qu'on a loué quelque part. Facture d'électricité. Et qui, dans le changement au quotidien de la vie des Béninois, n'apporte peut-être pas grand-chose. Il appartient au chef de l'État de décider de comment il oxygène. Vous avez dit déparasité tout à l'heure. Comment il va oxygéner son environnement de travail. On ne lui demandera pas de venir s'asseoir et de gouverner dans une présidence de la République, dans un palais où il sent que l'oxygène ne circule pas. Il faudrait qu'on permette au moins au chef de l'État de bâtir son administration présidentielle comme il l'entend. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des structures constitutionnelles.
Et je crois le chef de l'État, l'ex-chef de l'État a certainement voulu, en mettant en place ces différentes structures, régler un certain nombre de problèmes qui ne sont pas la préoccupation. Quand vous parlez, Jocelyn Nénédine, de manque d'oxygène à la présidence de la République, seriez-vous en train d'insinuer qu'il y a eu des fuites d'oxygène ou... Pourquoi l'oxygène on en vient à manquer autant d'oxygène à la présidence de la République? Vous avez vu dans la formation du gouvernement la façon dont le poste du ministre d'État Pascal Enere Koupaki a été configuré. C'est dit que l'administration présidentielle devrait être tout un programme. L'endroit à partir duquel le Bénin doit être gouverné devrait être un endroit aéré. Et je crois qu'il appartient. Ce n'est pas moi. C'est des bureaux climatisés. Que dites-vous? Ce n'est pas moi. Il faudrait. Je dis. Pas d'oxygène là-bas, la présidence de la République quand même. 6 mois. Ça devrait être 6 mois, je suis président de la République et que je peux me mettre à l'aise dans un tel environnement pour travailler, je ne changerai pas. Mais si dès mon arrivée, je pense qu'il y a mieux à faire, l'environnement serait pollué. Pour lui. Je suppose que si ce n'était pas le cas, il n'aurait pas commencé par ça. Et je crois qu'il faut qu'on concède au moins au président de la République le droit de mettre en ordre l'endroit duquel il va nous gouverner. Et si il est nécessaire pour lui de commencer à nous dégraisser, ce n'est pas ça seul. Mais regardez, la question des gardes du corps. Vous savez qu'il y a... J'ai vu par exemple un attaché, un chargé de communication du ministre qui a 4 gardes-corps. Un chargé de communication d'un ministre qui en a 4. Sa vie était en danger. Mais tout à l'heure, ce n'est pas seulement sa vie, mais quel est l'intérêt que nos hommes en uniforme aussi ont à accepter ces positions? Ils veulent être sur tous les ordres de mission, ils veulent être sur tous les états de paiement de primes, en dehors de leur salaire, c'est certainement tout ça. Donc, pendant que la population est en train de crier, on a besoin d'être en sécurité, tout le monde veut être garde-corps. Et je crois que cette décision va permettre de nous ramener à notre juges dispensation, des maires qui sont élus par leur population et qui, pour traverser ces mêmes populations-là, ont des gardes-corps. Je vous en prie. Je crois que l'État a payé cher la formation de ces militaires-là pour notre sécurité et non pour que chaque personne qui a un véhicule et une maison barricadée ait son soldat. Oui, je suis peut-être d'accord avec vous, mais en même temps, cette décision pose un problème pour certains de nos compatriotes, parce que retirer les policiers et les gendarmes qui, a priori, sont ont appris un certain nombre de choses à se comporter dans la ville et les remplacer par des militaires qui n'ont appris qu'à tirer, ça peut quand même poser des problèmes de sécurité, parce que les autorités qui se font accompagner par des militaires dont la mission essentielle c'est de tirer, ils ont la gâchette facile, on l'a vu au cours de ces 10 dernières années, ils tirent sur tout ce qui bouge. Est-ce que ça ne représente pas un danger, ça? Je suis d'accord avec vous, mais je crois que c'est à l'État qui a pris cette décision-là de prendre la juste mesure des accompagnements à aménager pour qu'on n'en arrive pas là. Et je crois que l'état-major aura certainement été consulté. Parce qu'il devrait se préparer à savoir quel type d'agent a fait. Parce que même parmi les militaires, on en connaît de très pacifiques. Mais même dans le choix de ces hommes en uniforme là, il faudrait voir les comportements des uns et des autres. Il y en a qui, même déjà au niveau du camp, sont connus pour être de véritables gâchettes. Donc, si on a besoin d'un garde-corps et que c'est lui qu'on vous détache, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas ce qu'il était. Il a un passé, il a un vécu au niveau de l'armée. Il faut pouvoir impliquer même l'administration, la hiérarchie militaire dans le choix de ces hommes-là qui devraient pouvoir accompagner nos autorités. Parce qu'en même temps, il ne faut pas choisir des gardes-corps pour des ministres qui tirent sur des gens qui ne font que saluer le ministre. Quand même. Non, théoriquement, il y a une formation pour eux. C'est vrai qu'il faut détacher immédiatement selon le besoin. Et à ce niveau politique-là. Et donc, il faut souhaiter que l'état-major reprenne mieux la question à son compte. Mais ce qu'il faut craindre, effectivement, c'est que les militaires soient déversés dans la rue au contact des populations civiles. Et là, ils ne sont pas formés, effectivement, à cela. Il y a une formation adéquate qui devrait être faite et beaucoup d'attention, de toute façon. Donc, c'est les policiers, les gendarmes qu'il faut, effectivement, au contact des populations. Mais un garde du corps peut être un militaire et peut-être même devrait. Et
devrait l'être. Et à terme, c'est une spécialisation finalement. C'est à partir de la garde présidentielle qu'on devrait pouvoir détacher ce genre de personnes. Mais bon, nous sommes dans un pays où même les couturières ont eu leur garde du corps, les maîtresses des uns et des autres en avaient, et j'en passe. C'est ce tabut-là et qui a été, à mon avis, sanctionné par le dernier Conseil des ministres. Et c'est cette volonté de mettre un peu d'ordre et de tenir compte quand même de la demande ou du besoin de forces de sécurité. Et quand bien même nous aurions le nombre, maintenant, il faudrait aussi s'interroger sur la qualité, sur la compétence de nos forces de l'ordre au Carrefour. Et on parlait de compétences tout à l'heure. Est-ce que là, nous sommes fiers de ce que nous avons là, le spectacle que nous avons au quotidien de ces forces qui paraissent au niveau qui sont paresseuses, qui ne régulent pas correctement la circulation, ce que vous dites, qui n'interviennent pas ça sur... fait penser à cette affaire du gyrophare, où vous avez de ces directeurs, ou je ne sais pas, même les secrétaires qui envoient leur chauffeur acheter du abobo quelque part avec gyrophare, ou leur copine avec gyrophare. Ça, bon, on a poussé le bouchon trop loin. J'ai l'impression que ça doit avoir fait plaisir. Il y a eu des abus. Il y a eu des abus, et je crois que c'est ces abus-là que le gouvernement a certainement voulu sanctionner en nous ramenant à notre juste mesure. J'ai entendu dire, par exemple, qu'il y a des ministres de l'actuel gouvernement qui savent prendre leur véhicule et aller au bureau. C'est vrai que c'est pas sécurisant pour la République, mais déjà, je crois que ça donne un nouveau ton. On a eu ici... Ils y vont eux-mêmes au volant? Non, pas au volant, mais avec leur chauffeur. Ils n'ont pas encore de garde-corps. Ça ne crée pas de problème. Et j'ai suivi avec beaucoup d'appétit. Et puis, chaque fois, j'aime suivre encore cette émission-là qui nous a présenté un pays comme la Norvège où vous n'avez rien. Vous êtes ministre, vous allez en mission, vous prenez le train. Vous prenez le train et des ministres, on ne peut certainement pas s'imaginer tout de suite en être à ce niveau-là, mais on a besoin d'apprendre. On ne peut pas sortir un gouvernement après une élection démocratique et nous comporter en tant que dirigeants comme si on a peur de la population qui vient de nous élire. Comme si on était dans un pays en danger. Je crois qu'il faut qu'on fasse cet apprentissage-là et qu'on commence à laisser nos hommes en uniforme faire le travail pour lequel ils ont été formés. Parce que finalement, la guerre, pour ceux qui ont été formés pour la guerre, ils ne la font que finalement autour de nos personnalités. Ce n'est pas bon. Très bien, vous deux, vous saluez cette décision du gouvernement, mais il y a une décision qui personnellement me pose problème. Enfin, je ne la comprends pas. La suppression du bureau de l'auditeur général. Alors, par quoi voudrait-on remplacer cette institution qui est quand même qui a été installée et qui, me semble-t-il, a commencé par faire un travail? Est-ce que ça ne va pas porter un frein, n'est-ce pas, à l'engagement du pays contre la corruption, ou voudrait-on remplacer cette institution par une autre que veut faire le gouvernement? Est-ce que vous avez compris, vous? Oui, partiellement, parce que même à la prestation de serment du président Talon, il annonçait sa volonté de doter les corps de contrôle de nouveaux moyens, d'une nouvelle organisation. Je suis plutôt sur ma faim en attendant de voir un peu quelle va être l'organisation des corps de contrôle. Mais le bureau de l'auditeur général, ce n'est que l'IGE qui a été travesti. Exactement. Je condamnerais le président Talon s'il lui arrivait d'appeler ça GAB ou je ne sais pas quoi. Ou BAG ou GAB. Donc, il faut des réformes sérieuses au niveau des corps de contrôle, au niveau de la chaîne de contrôle au Bénin. Aujourd'hui, c'est pas efficace. Nous avons des inspections générales dans chacun des ministères. Quel est le bilan? Quelle est même l'efficacité ou le flux d'informations qui devrait circuler entre les différentes inspections, de l'administration à la justice, n'est pas adéquat. Les conseils de discipline ne se tiennent pas. Quand on a fini de faire un conseil des ministres, on a révélé un scandale, on dit l'administration est saisie, mais interrogeons-nous pour savoir de quelle manière ou quelle est l'effectivité des conseils de discipline. Souvent, les procès, quand il y en a, commencent sans que les conseils de discipline aient eu lieu. Et j'en passe. Donc, on peut arrêter un peu la machine depuis la cellule de la moralisation de la vie publique. Enfin, ce qui est constant, c'est au moins le bâtiment qui a été érigé à Porte-Novo. Je ne dirais pas la gloire de la corruption, parce que beaucoup donnent d'eux-mêmes.
mais ils ont besoin que le politique également les mette en confiance, leur Donc, donne effectivement les moyens de l'indépendance cette et de leur institution travail. a été gommée, disons comme ça, pour insuffisance de résultats. Oui, Manque de compétences. Et le président de la République ne devra pas commettre l'erreur de se priver d'une inspection administrative au niveau de la présidence. Je crois que quand on a voulu réhabiliter les corps de contrôle, il y a eu principalement le focus sur l'inspection générale des finances à la disposition du ministre des Finances et l'inspection générale d'État qui aurait dû être à la présidence. Ça, ce n'est qu'à titre administratif, mais il y a tout le reste. On a assisté à quoi? On a été jusqu'à voir le pouvoir précédent du président Yahi chercher à implanter au niveau du ministère des Finances une inspection bis qui ne répondent même pas aux critères de professionnalisme et autres. On a vu des gens échouer au concours de l'inspection générale des finances, passer du côté de l'inspection générale du ministère. Donc le politique a un rôle d'impulsion de ces... Oui, donc il faut... J'attends de juger sur pièce du sérieux, de la profondeur, de la pertinence de ce qui va être proposé, mais on ne peut pas continuer avec le système antérieur. Alors, Jocelyn Néné, sur la même question, vous voulez? Oui, sur cette question-là, je voudrais dire qu'il ne faut pas qu'on oublie que le bureau de l'auditeur général est de création toute récente, parce que ce que nous avons toujours connu, c'est l'inspection générale d'État. Et je crois que si ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas en changeant simplement de nom. Et si aujourd'hui le chef de l'État veut donner un contenu à la guerre contre la corruption, s'il veut donner un contenu à l'inspection de nos entreprises, c'est plutôt la façon de fonctionner qu'il faut changer. Et je crois que déjà au travers de cette décision-là, j'ai lu quelque part que désormais, pour soutenir ce que le doyen Ataï Gadegbe disait tout à l'heure, que désormais les IGM ne seront directement rattachés à la présidence de la République, c'est-à-dire rendront compte au ministre d'État, secrétaire général de la présidence, de façon à ce que nous ne soyons plus englués dans nos contradictions administratives internes qui donnent le résultat qu'il était en train de décrire tout à l'heure. Donc quelque part, c'est plutôt dans la fonctionnalité de la machine qu'il faut voir les choses. Ce n'est pas en changeant de nom qu'on a forcément rendu une structure plus opérationnelle ou bien plus efficace. Alors, Haut Conseil à la gouvernance concertée, Haut Conseil à la solidarité, Conseil présidentiel des investisseurs, Bureau de l'auditeur général des institutions qu'on disait parfaitement inutiles et budgétivores ont été gommés du paysage. Ce n'est pas pour déplaire aux syndicalistes. Peut-être pas, mais je m'interroge à haute voix et par rapport à la suppression, par exemple, du Conseil présidentiel de l'investissement. Ça vous pose un problème, ça? Oui, en partie. Lequel? Je n'ignore pas quand même les résultats atteints par M. Nasser Yahi et son équipe à la tête de ce Conseil présidentiel de l'investissement. J'attendais plus de ça en 2006 ou 2007 quand le président Yahi l'a instauré. Je l'attendais comme une plateforme de dialogue public-privé notamment. Mais je n'ai pas vu ça. Et bizarrement, c'est plutôt le Haut Conseil à la gouvernance concertée qui a aidé un peu les choses à prendre sans que, à l'arrivée, nous ayons notre loi sur le partenariat public-privé. Donc, ce qui est essentiel, certes, c'est rapidement d'améliorer le corpus législatif en la matière parce que beaucoup de choses se sont passées et risquent de continuer de se passer si elles n'étaient encadrées par la loi. Mais les résultats du CPI en matière d'accélération des procédures et en matière d'amélioration du classement du Bénin au niveau de Doing Business est incontestable. Et il faut imaginer quelque part dans le dispositif de quoi continuer de désengorger les choses. Et le Bénin ne peut continuer de se traîner à cette place-là parce que de la perception du climat des affaires dans notre pays également dépendent les investissements, dépendent la création ou les emplois. C'est pas l'administration qui va les donner. Quels que soient les concours, quel que soit le népotisme, le clientélisme, ça ne résoudra pas la question de notre chômage chez nous. Il faudra donc trouver une manière plus sérieuse d'améliorer le climat des affaires dans notre pays. Et c'était ça peut-être mon regret et par rapport à ce qui a été annoncé. Mais il faut attendre de voir exactement où on va le remplacer. Voilà. Le grand rendez-vous. Alors, l'association interprofessionnelle du coton a ressuscité l'accord cadre reliant l'État à cette structure remise au goût du nouveau départ pour ainsi retourner le coton au secteur privé. Quelles sont les vertus d'une telle mesure, Jocelyn Néné?
Vous avez dit que l'association interprofessionnelle du coton est ressuscitée. Bon, je crois que c'est une association, elle n'était certainement pas décédée. Elle avait été certainement mise en veilleuse du fait des rapports particuliers que l'ancien exécutif avait avec la famille cotonnière. Une crise de confiance qui, du fait du changement intervenu à la tête de l'État, a changé de sens. Parce que maintenant, la confiance peut se rétablir entre l'actuel locataire de la Marina et l'AIC. Oui, c'est très bien que vous soyez dans ce studio parce qu'on peut vous considérer, d'ailleurs c'est ce que vous êtes, un expert du coton, et donc c'est bien que vous nous expliquiez en quoi cela est-il important pour nous maintenant de remettre à l'endroit, si on peut ainsi dire, cet accord cadre qui lie l'État à l'AIC. En quoi cela est important? Je crois qu'aussi longtemps que nos alternances vont se concrétiser les 6 avril, nous serons habitués à constater que les nouveaux gouvernants prendront des décisions par rapport au coton dès le mois d'avril. Pourquoi? Parce que une campagne agricole, ça commence à un certain moment. Vous ne pouvez pas être président de la République au Bénin et prendre service le 6 avril, sachant que le coton qui va être égrené à partir d'octobre-novembre doit être semé à partir des premières pluies d'avril-mai sans prendre de décision. Vous vous rappelez, le président Yahi Boni, lorsqu'il prenait fonction en avril 2006, a fait exactement la même chose. Ses premières décisions, en dehors de son voyage sur le Nigeria pour régler la question énergétique, ses premières décisions sont allées vers le coton parce qu'il voulait pouvoir atteindre un niveau de production. Il avait annoncé 500 000 tonnes comme ça, mais il fallait que l'engagement suive. Et donc, à partir du moment où le président Patrice Talon a été le président de la rupture, c'est la rupture d'avec quelque chose. Ce n'est pas la rupture pour continuer ce qu'il est venu trouver. Moi, je crois qu'à partir du moment où 65% des Béninois ont dit que c'est une rupture, en prenant fonction, surtout pour quelqu'un qui connaît ce métier-là, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il hésite. Oui, pourtant, il y a certains de nos compatriotes qui lui reprochent de prendre des décisions qui favorisent son retour dans le secteur du coton. Ça, il faut le dire. J'en venais justement. C'est l'impression que ça donne à quelques J'en venais personnes. justement. Ce n'est pas la première décision qui a été prise en la matière. La toute première, c'est celle par laquelle il a été dit on arrête les réquisitions. Personne ne s'est ému lorsque le gouvernement a dit on arrête les réquisitions. Par rapport à la SODECO, par exemple. Par rapport à la SODECO. La réquisition, c'est quoi? C'était une mesure d'exception. Nous-mêmes, Sonapra, nous avons fonctionné pendant 4 ans avec cette réquisition-là. Ancienne société d'égrenage. Nous avons possédé pendant des années, près de 3 décennies, 10 usines d'égrenage que nous avons tournées nous-mêmes. Nous savons la différence qu'il y a entre avoir son usine et produire sur la base de cette usine-là et faire travailler quelqu'un d'autre. C'est comme si vous demandez à la voisine de préparer à manger pour votre mari à vous et vous allez lui payer pour cette prestation-là. Donc, cela a été fait pendant 4 ans parce que cela correspondait en fait à une décision du gouvernement d'alors. Mais à partir du moment où nous avons fait cela sur une certaine période et que le gouvernement a décidé de la fin des réquisitions, puisque les usines continuaient d'appartenir au secteur privé pendant que la Sonapra les utilisait, nous devrions pouvoir également nous attendre à ce que par la suite, une décision soit prise quant à comment on se prépare pour que le coton qui va sortir des champs des paysans en octobre soit récupéré. Et si une décision n'est pas prise aujourd'hui, ça voudrait dire que la réquisition n'est pas en fait terminée, puisqu'il faut que les sociétés qui doivent récupérer ce coton-là commencent déjà à se préparer dès maintenant. Oui, mais cette réquisition dont vous parlez, elle avait quel avantage pour les performances en matière de production de coton chez nous? Non, je crois d'abord que c'était un choix d'État. C'était le gouvernement d'alors qui avait estimé qu'il fallait, au regard de ce qu'on avait appelé les comptes performance de la filière, la chute de la production, remettre un peu d'État dans la filière. Donc c'est un choix conjoncturel. C'était un choix conjoncturel mais alors pourquoi ça devrait durer aussi longtemps dès la première année, en 2012-2013, ça avait été appelé campagne transitoire. Quelque part, on avait même dit exceptionnel. Mais c'est que le transitoire avait commencé à durer et certainement durerait plus si
il n'y avait pas cette halte-là en 2016 consacrée par le changement du gouvernement. Cela dit, ce n'est pas un jugement qu'on porte sur la réquisition, mais l'État a un rôle à jouer dans un secteur aussi stratégique que l'agriculture, mais un rôle de régulation. Un rôle de régulation. Pas d'acteur principal. Tout à fait. C'est ce pourquoi c'est resté réquisition. Je vous en prie, quand on parle de Patrice Talon en matière économique, il y a deux sujets sur lesquels on ne cesse jamais de revenir, c'est le coton et le PVI. Au niveau du PVI, vous avez constaté que très tôt, lorsqu'il y a eu la crise, les métiers exercés par le PVI ont été repris par la douane. Il n'y a pas eu de réquisition à ce niveau. Mais au niveau de l'outil industriel, lorsque certains se sont battus dans le pays pour dire qu'il y avait un risque à faire passer l'outil industriel d'État vers le secteur privé parce qu'il n'y aurait plus moyen de revenir en arrière, mais entre 2006 et 2008, les usines ont été cédées. Mais à partir du moment où ces usines-là sont cédées, il faut qu'on convienne qu'il faut laisser les gens faire leur métier. Maintenant, si cela n'a pas permis d'atteindre les niveaux de production qu'on aurait souhaité, l'État décide en toute souveraineté de prendre une part à cela, mais il fallait que ça s'arrête à un certain moment. Et donc, on n'a pas observé le même retour au niveau du coton. S'il a été possible que, par exemple, les métiers exercés par le PVI retournent à la douane, le président Yahya Boni et son gouvernement n'ont à aucun moment pris un décret pour dire les usines que nous avions envoyées à la Sodeco, nous les reprenons, nous les retournons à la Sonapra. Et si ça a été impossible, c'est certainement pour des raisons juridiques. On ne peut pas soupçonner Yahya Boni de n'avoir pas voulu essayer cela. C'est simplement parce qu'il n'a pas pu. Et donc, on ne pouvait pas continuer avec la réquisition. Nous-mêmes, Sonapra... Ça ne vous arrangeait pas? Ça ne nous arrangeait pas parce qu'il faut être très à l'aise quand vous êtes... on a parlé de compétences au départ. Vous avez beau être bien formé. Si vous n'êtes pas dans un cadre fonctionnel, aéré, qui vous permet, par exemple, lorsque le marché est en train de donner des signaux positifs, de commencer même à vendre la production de la campagne 2017-2018, parce que le cours du dollar, l'indice du coton sur cette période-là est avantageux, ça ne valorise pas le travail que vous êtes en train de faire. Et ça, parce que vous êtes sous réquisition. Pendant ces 4 années de réquisition, la Sonapra ne pouvait pas prendre de décision de gestion commerciale, par exemple, sans s'en référer au Conseil des ministres. Et puis, il y avait une commission qu'on devrait d'abord, disons, consulter, y compris même parfois pour certains prix. Vous voulez vendre de la graine, il faut que les prix soient administrés. Il faut faire une proposition qui soit acceptée. Vous-même, vous n'êtes pas à l'aise. Alors, donc, au regard de ce que vous dites, cette actualisation du cadre, de l'accord cadre reliant l'État à l'AIC, qu'est-ce que ça va apporter de positif? 2 ou 3 choses, peut-être que ça va changer. Je ne voudrais pas être l'avocat de cet accord cadre. Je crois qu'il y a entre l'AIC et le gouvernement actuel, il y a quelque part une présomption de bonne entente qui va permettre de se concentrer sur l'essentiel. Ce que moi je souhaite, c'est que les 4 années qui viennent de passer d'administration par l'État, qu'on puisse les regarder en recherchant ce qui a été positif au cours de ces 4 années, notamment la question de l'accroissement de la production. Qu'est-ce qui a été ce petit plus que Yahya Boni a amené au cours de ces 4 années qui a permis quand même à la production de revenir l'année dernière à 393 000 tonnes. Ça n'avait plus été atteint comme niveau de production. Est-ce que c'est le fait d'être régulièrement présent auprès des producteurs? Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder de près, parce que je sais que nos paysans, ils sont très sensibles à la proximité que celui qu'on appelle Dieu sur terre peut avoir vis-à-vis d'eux. Le fait que le président soit venu me dire dans mon champ produit, ça me rassure que si je produis, j'aurai mon argent. D'accord. Et donc, je crois que ça là, il faut chercher, le président Patrice Talon, je crois que le président Patrice Talon devrait regarder également de ce côté-là et pouvoir, sur la même lancée de la campagne qu'il a menée, continuer de faire campagne pour le coton en allant sur le terrain, parler à ses producteurs, pour qu'on ne nous dise pas demain, comme je l'ai entendu quelque part, c'est Boni Yahi qui est en train de demander déjà aux paysans de ne pas faire
de ne pas faire le coton. Mais davantage aussi serions-nous intéressés de voir le président Talon nous montrer autre chose que le coton. Et je pense qu'il faut... C'est le défi qu'il a aussi à relever. Il a dit. Et j'ai foi que quelque chose est possible à partir de sa compétence dans le domaine. N'empêche, l'augmentation de la production n'est-elle pas extensive? Est-ce qu'en termes d'efficience, ce qui s'est passé est vendable? Moi, j'ai quelques questions, j'ai quelques doutes, mais peut-être pourriez-vous nous éclairer là-dessus. Mais dans ce pays, on a connu plus que ça. Là vous me remplacez pour une fois. Oui, allez-y. On a connu plus que ça. Le niveau record de production jamais atteint au Bénin, c'était 429 000 tonnes. Et c'était la campagne 2004-2005 sous le général Kérékou. Et ce niveau de production n'a plus jamais été atteint. Donc, les capacités de production sont largement en dessus. Et nous avons un tissu industriel qui pèse près de 600 000 tonnes de capacité. Donc, pour pouvoir tourner efficacement ces machines-là, il faut avoir autant. Et cela au moins 600 000 tonnes. Au moins 600 000 tonnes pour les tourner à sa dernière fois que nous avons eu 600 000 tonnes, ça remonte à quelle année? On n'a jamais atteint. J'ai dit le niveau record, c'est 429 000 tonnes. Et cela, ce n'est pas le fait d'aller à 600 000 tonnes qui empêcherait le Bénin de développer la noix d'anacarde, de développer le palmier à huile, de faire du riz, puisqu'il y a suffisamment d'espace pour ça. Alors, donc, sur cette affaire de production de coton, pour atteindre les performances requises, nous manquons de compétences. Parce que c'est le maître mot de cette Je crois émission. qu'il ne faut pas se voiler la face. Nous manquons de compétences. La compétence, ça peut être, il peut s'agir de compétences individuelles au niveau des cadres. Il peut s'agir également de la façon même de gouverner toute la machine qui permet de produire le résultat. Si d'autres pays ont pu sortir des rendements de l'ordre de 2 tonnes 5 à l'hectare, c'est une question de compétence que de ne pas être capable de sortir du cadre de 700 kilos à l'hectare. Quand vous faites 700 kilos à l'hectare, on a beau vous donner suffisamment d'espace, vous allez sortir... Mais ça, c'est le fait qu'on nous a le plus caché au cours de ces 4-5 dernières années. La productivité a baissé. Les rendements n'y sont plus. Et il n'y a pas eu de discussion nationale, enfin, il n'y a pas eu de débat ouvert sur cette question technique tangible. Non, moi, ce que j'ai observé à la lecture du dernier Conseil des ministres, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais dont on ne connaît pas la source. J'aurais souhaité que ce soit à la suite d'un audit, un peu comme ce que l'ancien gouvernement s'était essayé de faire avant de consacrer la rupture de l'accord cadre entre l'AIC et l'État. S'essayer à un audit rapide qui permet au peuple de savoir d'appréhender la situation. Mais beaucoup de conclusions ont été tirées, d'affirmations ont été faites dans le relevé du Conseil des ministres qui viennent certainement de quelque part. Est-ce que c'est les mêmes cadres du ministère? Parce que tout est possible dans notre pays. Ça peut être les mêmes cadres du ministère de l'Agriculture qui ont travaillé pendant 4 ans avec Yahi, qui ont dit les objectifs qu'on nous a fixés, on ne les a pas atteints. Point barre. Et là, que voulez-vous d'un gouvernement qui s'installe lorsque ceux-là même qui ont fait le travail disent ça? Nous aurions souhaité donc qu'il y ait une affirmation publique de ce qu'a été le résultat de ça pour que nous-mêmes historiquement... le gouvernement explique d'où il tient ses conclusions tout à fait, afin que demain, si l'occasion devrait être répétée, qu'on sache que telle chose n'est plus à faire et il faut plutôt aller dans cette direction lorsqu'on a tel et tel problème. Très bien. Alors, la compétence, c'est de ça que nous avons parlé tout au long de cette émission, mais là où nous manquons de façon criarde de compétences, c'est l'énergie électrique qui continue à sa manière de faire l'actualité. Et vous avez entendu le ministre de l'énergie qui a fait une sortie cette semaine. Pour lui, presque 15 millions de litres de fuel sont utilisés par an et qui sont cédés à des montants absolument prohibitifs. De son explication, c'est ce qu'on retient. On a parlé de 500 millions de francs CFA par semaine, ce qui donne des montants faramineux. Il a fait des manœuvres pour obtenir en quelques jours quelques économies de 2 milliards de francs CFA juste après vérification des coûts qui sont utilisés. Et il a estimé également dans cette fameuse émission que depuis 4 ans, le groupe électrogène, qui sont situés quelque part vers Akpakpa, sont en panne à cause d'un défaut d'investissement pour la maintenance, défaut d'investissement
qui s'élèverait à 10 milliards de francs. Pendant ce temps, on continue de louer chez des privés des groupes à des prix qui défient le bon sens. Comment en sommes-nous arrivés là? Non, là on est au cœur de nos problèmes de gouvernance et d'éthique, parce que on ne peut pas, face à la souffrance de ce pays, laisser les choses dériver. Et ainsi, il y a des cadres dans notre administration et qui se plaisent à vraiment ponctionner, sucer l'effort national et par les petits avantages qu'ils tirent. Et ces cadres, on doit le dire, portent la responsabilité de nos souffrances. On doit pouvoir les identifier, mettre en place de nouveaux systèmes d'organisation également qui situent mieux la responsabilité. Il est possible également que des choix politiques et mal appropriés nous conduisent dans cette espèce d'impasse. C'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de location de groupe. Ça profite à qui? Ces locations de groupe, à quel coût? Quand le ministre de l'énergie est allé faire sa première tournée où il a constaté qu'il était devant un cimetière de groupes et autres, on s'en est pris à lui. Et du temps, le Béninois n'aime décidément pas qu'on mette les doigts sur ce qui ne va pas. Et pourtant, c'est vrai. Pourtant, depuis 1998, la centrale d'Apapa manque de tourner pour tel défaut de pièces ou tel défaut de télécommande qu'on aurait pu simplement retrouver chez le constructeur. Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos cadres? Pourquoi tant de laxisme? Ne parlons même pas du système informatique au niveau de la SBE. Ne parlons pas de la facturation. Pour payer à la SBE aujourd'hui, des consommateurs. C'est un chemin de croix. La SBE n'est pas productrice. Elle est une société commerciale. Mais quel abus, quel mépris de la part de la SBE, de la SONEB par rapport à la clientèle. Et pourquoi les ministres n'ont-ils pas l'autorité suffisante pour recadrer tout cela? Quand le ministre Perrault-Vincent, en passant service, a dit, et pratiquement sur un ton combinatoire à son successeur, vous avez à trouver à mobiliser 500 millions par semaine pour ces groupes-là. Je crois que le ministre Christian Oussou a eu raison de chercher à comprendre ce qui se passait là-dedans. C'est indirectement une manière de lui dire que ça n'allait pas déjà au cœur de cela. Il y a des filières de détournement qu'il faut mettre à nu. C'est 100 millions de francs CFA par semaine, c'est quand même un sacré magot. Et même si on devait le payer, on ne pourrait pas se satisfaire de l'état de maintenance dans notre pays. On commande au-delà de nos besoins des pièces détachées obsolètes. Il y a de la demande. Monsieur Nénédini a été directeur commercial. On ne peut pas comprendre qu'il y ait de la demande pour des compteurs pendant que... Il y a une pénurie qui est manifestement organisée. Voilà. Ou alors les gens sont incompétents. Incompétents, oui, le mot revient là. Oui. C'est un véritable problème de compétence, ne pas pouvoir satisfaire une demande qui est forte. Alors que vous êtes le plus urgent, c'est vraiment de voir clair. Là-dedans se jouent des drames. Il y avait un monopole dans le privé, ou il y avait comme un monopole dans le privé, avec la Sonacop qui avait à fournir le fameux gasoil. Évaluons les choses. Est-ce que la Sonacop a fait son boulot pendant qu'elle est en agonie? On la prend encore en défaut de capacité de fournir. Alors, si c'est les cadres qui induisent le ministre en erreur, il est temps qu'on fouille plus correctement avant de prendre des décisions plus définitives, plus graves encore en termes de rupture de contrat avec la Sonacop pour aller vers d'autres privés. Mais si c'est les gens qui défendent leur pécadille, il faut y mettre fin parce que la population en souffre de manière inacceptable. Oui, certain Nénédini. Moi, je crois qu'il faut de façon définitive noter que nous aimons trop les situations d'urgence parce qu'il semble que c'est dans ces moments-là. C'est profitable les situations d'urgence. Ça rapporte beaucoup d'argent les situations d'urgence. Toutes les fois que nous avons quelque chose à installer, on ne se met pas en objectif qu'on est en train de régler le problème définitivement. Situation de crise, ça permet de commander des machines peut-être sans appel d'offres. Ça permet d'aller vite là où le code des marchés traîne souvent et où une société comme la SBE, qui est une société d'État, n'aura pas la rapidité qu'on aurait souhaité pour régler nos problèmes, mais la réalité est celle que le ministre est allé découvrir. Oui, mais plus qu'un problème de compétence, la situation de la SBE et son incapacité
manifeste à nous fournir de l'énergie, tout au moins de l'énergie domestique, est-ce que ce n'est pas un problème de gouvernance tout court? Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est certainement un problème de gouvernance et c'est en cela que je dis que je n'ai pas été entièrement satisfait de ce que le ministre a dit. J'aurais souhaité qu'il commence à nous annoncer que nous allons nous débarrasser d'un certain type d'énergie. Ici, on a vu, avec les ordinateurs, nous n'en avions pas tous, mais depuis que l'État a décidé de faciliter l'acquisition des ordinateurs, de permettre aux ordinateurs de traverser les frontières sans frais, sans taxes, tout le monde a commencé à avoir son petit ordinateur. Il faut qu'on commence à passer à autre chose. Parce que si nous voulons chaque fois trouver la solution au problème énergétique à travers la SBE, j'ai le sentiment qu'on n'y parviendra pas. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une bonne politique pour développer le solaire, tout au moins en matière de politique d'urgence pour fournir l'énergie domestique parce que c'est ça, l'État devrait pouvoir s'engager de façon volontariste dans la mise à disposition de ces petits kits-là aux populations de manière à ce qu'elles soient autonomes. Et que peut-être l'énergie abondante, qu'on puisse la consacrer à l'industrie lourde. Et vous avez des industries qui sont installées sur le territoire national. Je prends le cas de l'industrie textile que je connais un peu, mais qui aurait dû être rentable. Nous avons du coton qu'on devrait pouvoir transformer, mais que nous ne pourrons pas commercialiser de façon rentable et profitable parce que l'énergie constitue le gros goulot d'étranglement. Et donc, l'État devrait pouvoir commencer à scruter d'autres horizons pour nous permettre de sortir de ces crises à répétition comme si il n'y avait personne pour penser à cela. Non, je crois qu'il y a des gens qui ont eu de brillantes soutenances de thèse qui doivent pouvoir transformer. Là encore, se pose un problème de diplôme et de compétences. Parce que depuis plus de 20 ans, en amélioration de façon sporadique, nous connaissons des crises en matière d'énergie dans ce pays. La dernière remonte en 1998 et depuis lors, depuis 1998 à cette date, on n'en est plus sorti. Chaque année, c'est comme un pèlerinage que les gens font. C'est un chemin de croix quotidien dans les maisons, de ne pas avoir de l'énergie, etc. Et donc, nous n'avons pas pu trouver les compétences nécessaires pour solder ce problème. Donc, il y a un problème là de compétences. Je suis heureux que le ministre de l'énergie, apparemment, il soit un homme du domaine. Et je crois qu'il faut que très rapidement, le gouvernement prenne des décisions hardies. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de sortir de cette situation de façon définitive. Je suis entièrement d'accord. Quand on est face à une situation du genre, il y a certainement des solutions d'urgence à prendre. Parce qu'il l'a dit, le délestage finira avec ce quinquennat. J'espère que ce n'est pas au dernier jour du quinquennat que le délestage va finir. On a besoin ici et maintenant, quel qu'en soit le prix, d'avoir de l'énergie pour fonctionner, pour tourner nos petits ateliers, pour permettre aux Béninois de vivre. Ça, ce serait le premier pan. Mais il faudrait qu'il y ait un second programme qui est beaucoup plus pérenne, qui pousse l'État à installer de façon définitive. On ne pose pas la question courageuse de savoir à quand l'autonomie en matière énergétique. Qu'est-ce que nous on fait pour être autonome? Et pouvoir vendre aux autres qui nous en vendent aussi. J'ai connu un cas, s'il vous plaît, monsieur Adou, et c'était sous le président Boni Yayi, en tant que président de la BOAD. Il avait fait acquérir pour la ville de Parakou un groupe qui était largement suffisant pour satisfaire Parakou, y compris même alimenter les contrées avoisinantes. Donc, lorsqu'il a pris le pouvoir et qu'on lui a parlé de problèmes énergétiques, pour lui, Parakou ne faisait pas partie parce qu'il se souvenait au moins de cela. Mais quand il commençait à discuter avec les autres et que Parakou s'approchait de lui pour dire nous aussi on en a besoin, il dit non, vous n'avez pas ce problème. Quand on lui a dit que dès les premiers attouchements sur cette machine-là, la première compétence qui a touché à ça a tout bousillé. Et c'est ça qui nous donne le cimetière de machines. Ce n'est pas des machines qui ont été usées et abusées. Non, on les a mal utilisées. Parce que chaque fois qu'on acquiert une technologie, il faut pouvoir accepter qu'il y ait des gens qui viennent certainement nous apprendre à les toucher. Pour vous donner la compétence. Pour nous donner la compétence. Et est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes parfois très peu humbles pour avouer qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas? Les rizeries que nous avons eues, quand on les a installées, mais c'était tout le monde qui avait commencé à toucher. Il fallait chercher qui va démarrer même les rizeries. C'est vrai, on est allé
certainement vite, parce que l'ex-chef de l'État voulait donner une visibilité à son action sur le riz. Mais il faut accepter que lorsque on va vers certaines technologies, qu'on vienne nous apprendre le temps de l'apprentissage, qu'on vienne nous apprendre à faire ça, parce que c'est pas nous qui avons fabriqué. Et ça va nous rassurer de notre capacité à maintenir, à arranger. Ce n'est pas par hasard que ces machines-là se gâtent et qu'il n'y a personne. Une télécommande peut-être, oui, mais le Béninois ne va jamais dire je ne connais pas. Il est en face de sa machine, mais il ne connaît pas justement, puisque la machine est arrivée, il voulait certainement être le premier à être en poste à ce niveau. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre soit là. Mais lorsqu'il y a problème, il faut accepter que nous sommes peut-être allés suffisamment vite, qu'on n'a pas pris le temps de l'apprentissage qui va vraiment faire de nous des compétents à ces positions-là pour donner aux populations ce dont elles ont besoin, l'énergie. Vous parlez si bien d'apprentissage. Est-ce que notre éducation nous prédispose même à travailler ensemble, à travailler en équipe, à savoir partager nos difficultés et également nos trouvailles? Le Béninois est d'un solitarisme débridé. Et c'est le règne de la rétention de l'information et encore plus de l'aveu, enfin c'est le manque d'humilité, le non-aveu de son incompétence, de ce qui lui reste à combler, de ses besoins. La compétence et donc à partir de l'école, à partir de la formation déjà, on devrait mieux formater les Béninois à être d'un autre type. Sinon, nous ne pourrons jamais faire face aux défis qui nous attendent aujourd'hui. Dans le monde où on est, nous avons perdu plus que des batailles. Nous risquons de perdre la guerre définitivement. Alors, ceux qui n'ont pas encore perdu la guerre peut-être, mais où on a développé une certaine compétence, c'est à l'Assemblée nationale, la poursuite devant la Cour de justice de François Ndegbessi et de Mana Lawani par un vote secret de 68 voix contre 6 dans l'histoire inachevé de construction du siège de l'Assemblée nationale à Porto-Novo. Enfin, de la matière pour la haute cour de justice, pourrait-on dire, cette haute cour qui chôme depuis Mathusalem, l'instruction va pouvoir commencer dans cette affaire. Est-ce une décision normale, favorisée par la rupture ou un coup d'accélérateur? Qu'est-ce que vous avez compris de cette décision? Bon, mais il s'agit du siège de l'Assemblée. Peut-être aussi sont-ils plus sensibles à ce qui les touche. À ce qui les touche. Mais à l'arrivée, ce machin de haute cour de justice ne dit pas grand-chose à personne. C'est une justice politique. Elle va peut-être avoir ses premiers clients oui, gageons qu'elle ait ses premiers clients avant que les réformes politiques et institutionnelles ne l'emportent, en cas pour pouvoir évaluer. Et parce que à l'arrivée également, elle n'a pas pu. Tout au moins que elle a pu. Oui, elle est prisonnière malheureusement de ces textes également. Et donc il faut pouvoir évoluer. Et s'il y a eu ça, bon, tant mieux. On attend de voir exactement ce que ça va être. Mais ce n'est que l'instruction. N'est-ce pas? Après, il faudra encore... il y a un chemin à faire. Oui, il y a tellement de péripéties que... Au moins pour voir clair dans ces dossiers, Jocelyne et Dini. Oui, moi je suis heureux que ce débat se fasse dans le même contexte et à l'occasion même des échanges que nous avons eu sur différents forats avec des contradicteurs sur la question même des compétences. J'ai été amené à demander à un interlocuteur, mais comment il explique que quand il s'est agi d'avoir un ministère des Affaires étrangères, des Chinois sont venus ici en un temps record, ils ont commencé, ils ont fini, ils sont partis. Tout administratif. Le président Yahi Boni a posé la pierre, le temps de tourner d'eau, ils sont venus, ils ont commencé, ils ont achevé, ils sont partis. Je parie que si c'était à eux qu'on avait confié ce siège de l'Assemblée, ils auraient fini, ils seraient partis. C'est une affaire de compétence là aussi? Je dis oui. Bon. Je dis oui. Parce que la compétence, ce n'est pas seulement pour la construction, c'est également pour l'administration de tout ce qui va avec. Et donc, si on ne se débarrasse pas d'un certain nombre de tas, on aura des éléphants blancs du genre. Et donc, que l'Assemblée nationale ait, comme vous l'avez dit, envoyé ses premiers clients à la haute cour de justice, je crois qu'il y a eu certainement que le changement intervenu qui a peut-être permis cela. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de discussion, en termes de préparation? Où est-ce qu'on nous amène? Est-ce que c'est le point de départ d'une chaîne de comparution? Si cela va permettre de donner un autre visage à la haute cour de justice, il faudrait au moins qu'on ait peur de quelque chose dans ce pays. Parce que, comme l'a dit quelqu'un, lorsqu'on parlait des concours annulés, j'ai lu quelque part,
je connais, c'est ce que j'ai lu, hein, il dit, je connais un repris de justice, vendeur de carrés d'autrui qui me jurait qu'il réussirait pour aller à la douane. Et il a réussi. Donc, si dans ce pays, on ne commence pas à avoir peur de quelque chose, si la Haute Cour de justice ne commence pas à montrer aux Béninois qu'elle a réglé un dossier, ne nous attendons pas à ce que ceux qui viennent après aient peur. Ils vont se dire, en tout cas, ça existe, ça ne sert absolument à rien, et il faudrait bien que ça commence quelque part. Si c'est le cas, bon, nous allons apprécier, et pour nous qui sommes certainement plus jeunes et qui avons à nous former au contact de cette administration-là, nous avons bien besoin d'entrer dans l'histoire en sachant que telle chose se fait, telle chose ne se fait pas. Il y a des pays où vous ne pouvez pas faire ça. Il y a des pays où vous serez sanctionné, vous serez maté. On ne peut pas avoir mis autant de moyens, surtout pour un édifice public. Et de quelle institution qu'on se soit permis de faire ça. J'ai entendu le député d'Akpès Sossou qui est très en colère par rapport à cette question, parce que certainement ils se connaissent entre eux. Quels sont les marchés qu'eux-mêmes ils ont pris, les demi-marchés, les quarts de marché qu'ils ont eu dans ça, et pour lesquels... Il y a des marchés qui ont été attribués pour fournir des tapis, pour fournir des luminaires, pour fournir des portes et fenêtres, alors que le bâtiment était encore au niveau de la fondation. Et ces marchés, est-ce que là, justement, sur ce dossier précis de l'Assemblée nationale, est-ce que ce n'est pas la somme, n'est-ce pas, ou mettons le résumé de ce que est le pays en matière de corruption? C'est pas le niveau auquel nous sommes parvenus, parce que dans votre explication tout à l'heure, vous étiez en train de dire que dans ce pays, on a l'impression qu'on n'a plus peur de rien. Si on n'a pas peur, n'est-ce pas, de faire ce genre de dégâts sur l'immeuble ou l'infrastructure qui va héberger la deuxième institution de notre État, on ne devrait plus avoir peur de grandes choses. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je partage entièrement votre propos et je dis qu'il faudrait que ça commence un jour. Et ce dossier de l'Assemblée nationale nous donne une très bonne occasion de commencer. Et parce que si on ne commence pas par là, je ne sais pas par quoi on va commencer. Il y a de petits projets qui sont également mornés comme ça. Il y a des immeubles qui ne sont certainement pas achevés. Mais si à ce niveau-là, on commence et que ça commence par toucher de grandes personnes, je ne crois pas que ce soit les plus petites qui n'aient pas peur de gérer de façon qui ne soit pas poussé à gérer mieux. Oui, Joël Ataïga-Degwe sur deux choses très rapidement sur ça. Il est vrai que symboliquement, il n'y a pas mieux pour nous montrer quel est le degré de corruption, de désinvolture dans notre pays, à la tête de notre administration. Mais j'observe également que ce vote intervient pratiquement au même moment où l'architecte, ou disons le Marocain qui était à la tête des travaux nous poursuit. Et il réclame 28 milliards de francs action récursoire, le Bénin. Donc la note c'est quand même très salée si on devait y aller. Non seulement nous n'avons pas le bâtiment, non seulement les députés sont en train de raser les murs comme des lézards, et ils n'ont pas d'espace pour travailler, mais en même temps nous devons payer des dommages intérêts de 28 milliards. Il est temps quand même que la responsabilité en termes de redevabilité ait un sens dans notre pays et constitue au mieux la responsabilité en ces matières-là. Deuxièmement, en termes de réforme, en termes de perspective, puisque Jocelyne Dini disait tout à l'heure qu'on a tellement plus peur de rien et qu'on se permet tout. J'en entends récuser le projet du chef de l'État d'arriver à faire du président de la République un justiciable quasi ordinaire et de ses ministres. Donc de faire en sorte qu'il soit simplement qu'il soit attrait devant une cour d'appel, la cour d'appel de Cotonou, si il y avait à leur reprocher des choses. Les autorités seront ainsi ramenées au même rang que le voleur de cabri, etc. Et à craindre de devoir... voilà. Parce que si on peut... On estime que si on peut braiser, excusez-moi un peu, un voleur de cabri pour une chèvre, je sais pas trop, de 7000 francs, quelqu'un qui s'empare de 4 milliards, de 5 milliards, de 6 milliards, et d'étale lui tout seul
on ne lui fait rien. Ici, dans notre pays, on l'applaudit et on le nomme à un autre poste où il peut faire davantage de dégâts, où il se fait élire député à l'Assemblée nationale pour se mettre à l'abri, ainsi de suite. Et ça, où on brouille exprès les pistes. Et dans cette affaire de PPEA, est-ce qu'on a emprunté la bonne piste et on a jeté en pâture quelqu'un, mais c'est le révélateur de tout un système de détournement, de siphonnage de l'aide étrangère et de ce qui est destiné aux populations à la base. Il s'agissait de l'eau. Chacun était indigné en son temps. Et les conséquences se font encore sentir, puisque les Pays-Bas, la semaine dernière, à l'occasion de leur fête nationale, ont rappelé qu'ils ne sont toujours pas contents, qu'ils attendent de nous des signes tangibles de ce que nous voulons résoudre ce problème-là. Et on ne peut pas... Que nous sommes capables, nous sommes compétents pour appliquer des sanctions aux fautifs, de manière avérée. Ce sont des défis nets à relever. Et ça, il faut de la volonté politique. Et vous sentez l'actuel gouvernement capable de ça? Il le faut, au cas où il aurait oublié. Parce qu'il s'agit du plus grand nombre. Les moyens que nous recevons des Pays-Bas, comme du Danemark ou de quelques autres, pour ces secteurs précis sont si cruciaux et qu'on ne saurait tolérer la moindre complaisance en la matière. Le gouvernement se doit de reprendre ce dossier-là à l'endroit et pour le conduire de manière diligente à la justice. Et ce qu'on observe là, c'est l'enlisement qui est programmé, qui se réalise et pendant que nous aurons encore à juger de ce qui est gaspillé, de ce qui est complètement consommé au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, mais au-delà de l'Assemblée nationale, il y a d'autres chantiers, d'autres histoires de la même nature qui préoccupent les Béninois. Par exemple, Maria Gleta, dont on ne connaît pas le fin mot jusque-là. Ce qui est sûr, le président Boniaï l'a reconnu avant son départ, c'est un éléphant blanc et d'une blancheur immaculée. Par l'écran de fumée de Maria Gleta 2. Bon, alors, il y a ça, il y a cette affaire de PPA 2, il y a le chantier de l'Assemblée nationale, il y a d'autres chantiers. C'est le lieu de sont nombreux. Il va falloir qu'un jour on solde quand même ces affaires qui agitent quand même. Il va falloir aussi que nos populations apprennent à demander des comptes à nos dirigeants. Le chef de l'État lui-même, avant d'avouer que c'était un éléphant blanc, devant la représentation nationale, avait pris l'engagement que nous serions à 2000 kWh en 2014. Après, il a dit en 2015. Nous sommes en 2016. Vous pensez que les autorités abusent de la passivité absolument, des citoyens, et que nous sommes très complaisants, du manque d'engagement des citoyens, et que ces citoyens sont très complaisants. Quelqu'un avait dit qu'au Bénin, nous n'avions pas des citoyens. Enfin, il ne faut pas rappeler son nom, mais que nous avions des sujets dociles. Sans doute. Je crois que si le gouvernement ne va pas dans le sens de ce que le doyen Ataï Gedegbe disait tout à l'heure, en donnant aux populations de pouvoir sanctionner un certain nombre de choses, on deviendra un jour comme le Brésil. On a vu des députés qui ont été attachés à des poteaux électriques par les populations. Et qui ont été lapidés. Oui, qui ont été lapidés par leur population parce que l'État ne faisait rien pour régler le problème. Donc, très bien, mais j'espère que l'État, en tout cas la nouvelle équipe gouvernementale qui s'est installée depuis quelques semaines, va devoir faire les choses comme cela se doit pour régler les problèmes en vue qu'on n'en arrive pas aux situations que vous évoquez là. Jocelyn Nénédini, je rappelle que vous êtes de la SONAPRA, vous êtes expert en coton. Nous avons reçu ce matin pour donner votre opinion sur les sujets de l'actualité en compagnie de Joël Ataï Gedegbe. Lui, il est de la société civile, expert en gouvernance. Messieurs, merci d'être venus répondre à nos questions, donner votre opinion sur les sujets qui font l'actualité. Georges Ponou aux manettes pour la réalisation technique de cette émission. Wilfried Adon micro. Nous vous remercions de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain pour une nouvelle édition de ce programme. Le grand rendez-vous.